Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la semaine. Cette semaine, la présentation s'intitule « Le chauffe-eau hybride hydroélectrique solaire photovoltaïque, un branchement direct pour la performance ». Et la présentation sera faite par Gildas Tapsoba, qui est associé de recherche au Centre Terre CPA du Cégep de Jonquière. Monsieur Tapsoba cumule plusieurs expériences dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, notamment au Québec et au Burkina Faso. Il a été coopérant volontaire en service au Rwanda pour le compte d'Ingénieurs sans frontières Québec. Ses travaux de recherche se concentrent actuellement sur les applications directes du solaire photovoltaïque pour les communautés isolées dans des systèmes de chauffe-eau et de pompage d'eau, entre autres. Donc, toute l'équipe INQ se joint à moi pour remercier M. Tapsoba d'avoir accepté notre invitation à venir présenter ses travaux. Et sans plus tarder, je lui cède la parole et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne dans le cadre du groupe de travail énergie de l'Institut nordique du Québec. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet qui est le chauffe-eau hybride électrique solaire photovoltaïque. La question, c'est est-ce qu'un branchement direct pour la performance? Alors, c'est cette question que nous tentons de répondre à travers ce projet. Et je précise que ce projet a été mené en collaboration avec des partenaires que je tiens à saluer ici. En l'occurrence, le partenaire industriel qui est Gian, fabricant de chauffe-eau solaire au Québec, la référence, le groupe de recherche écologique Labé et l'ETS, l'École de technologie supérieure. Alors, le plan de match. Nous aurons le contexte, les études préliminaires d'opportunités qui nous ont menés à ce niveau, les avancements des travaux et on aura la conclusion pour boucler. Alors, c'est quoi le contexte? En 2011, nous avons eu les résultats de l'étude du laboratoire de technologie de l'énergie de Hydro-Québec. Et cette étude concernait les solaires thermiques conventionnels pour chauffer l'eau dans des résidences. Et l'étude a concerné environ 23 résidences et il y a eu trois principales, conclusions qui sont sorties de cette étude. La première, c'est que les économies mesurées réellement étaient très en deçà de ce qui était comme envisagé de manière théorique par rapport à l'énergie conventionnelle d'hydroélectricité. La deuxième conclusion, c'est qu'on avait des retours d'investissement très grands, on parle de plus de 50 ans. Et la troisième est liée aux contraintes. Le contexte québécois fait qu'il y a plusieurs contraintes liées à l'utilisation des chauffe-eau thermiques, notamment le gel et l'entretien même du système. Donc, et la principale recommandation que le LTE faisait, c'est qu'il ne faut pas toujours s'attarder sur des, des performances, à rechercher toujours la performance technique de nos procédés. Il faut d'abord et avant tout voir la rentabilité économique, c'est-à-dire le coût d'achat, d'entretien, parce que si je peux atteindre mon objectif, même si mon système n'est pas performant, c'est souvent intéressant de prendre puisqu'il permet d'avoir un coût du kilowattheure plus faible. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on remarque une chute vertigineuse du prix des panneaux solaires qui est due à l'avancée de la technologie et même au nombre croissant, à la demande croissante de plus en plus des systèmes solaires. Alors, ces deux facteurs cumulés ont amené le Centre Terre et puis ses partenaires à développer le concept de chauffe-eau hybride électrique solaire en branchement direct. C'est-à-dire, dans ce concept, il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas d'onduleur, il n'y a pas d'électronique sophistiquée. Et nous avons voulu investiguer la performance et la rentabilité technico-économique d'un tel système. Alors, nous sommes allés premièrement, les études préliminaires, nous sommes allés premièrement avec, on a mis une étudiante de maîtrise sur le coup pour nous faire des études préliminaires, et je dis vraiment préliminaires parce que c'est cette tendance qui va nous guider par la suite.
Et l'étude a concerné une comparaison de l'énergie de référence, c'est-à-dire le chauffage à l'électricité qu'on a à la maison. Ensuite, on a le solaire thermique conventionnel, le système qui a fait l'objet d'études du LTE, et le concept que nous proposons. Et l'étudiante a fait l'étude sur 6 régions, mais on les repartit en 2 zones, région froide et région chaude. En région froide, euh, l'étude a été faite avec l'électricité et des régions aussi qui utilisent le mazout, comme le Kuujjuaq, Kuujjuarapik. Et pour l'électricité, on a choisi des villes de Montréal et Saguenay. Et pour les régions chaudes, on a pris le Pérou avec Cuiseaux et puis Marseille avec France. Et des études économiques ont été faites par la suite. Mais avant, nous avons fait des modélisations sur Python. Et en bas ici, vous voyez le profil horaire de consommation d'eau chaude que nous avons entré. Sur le graphique, vous avez en abscisse les heures de la journée et en ordonnée, vous avez le volume utilisé. On se rend compte que les heures de pic sont à 8 heures et à 20 heures. Alors, avec ce profil, nous avons fait la modélisation sur Python qui nous a amené à faire les bilans d'énergie dans le réservoir et simuler aussi la surchauffe de l'eau. Il faut préciser que notre concept, c'est surchauffer l'eau au-delà, surchauffer l'eau au-delà des 60 degrés pour permettre d'économiser à des heures de pointe d'Hydro-Québec. Donc, c'est là l'idée pour enfin faire des économies en termes monétaires. Et les études économiques sur les régions que nous avons sélectionnées, les 6 régions que nous avons sélectionnées, nous donnent ces résultats suivants. Comment il faut lire ces résultats? Alors, si je commence par exemple sur des zones froides, je constate que sur cette figure, déjà, en abscisse, vous avez les différentes villes et en ordonnée, vous avez les prix de kilowattheure d'électricité. Et là, je m'en vais prendre, par exemple, la ville de Kuujjuaq au nord, les zones froides. On constate que les PV sont beaucoup, les systèmes thermiques sont beaucoup moins avantageux sur le coût de kilowattheure que les systèmes PV solaires directs, ce que nous proposons ici en rouge. Si on s'en va, par exemple, sur des régions qu'on dit chaudes, comme Marseille, on constate qu'il y a toujours un avantage sur notre concept par rapport au système thermique solaire, mais la différence est moins grande. Ça veut dire qu'il y a plus de potentiel dans les régions froides que dans les régions chaudes. Alors, que vaut cette étude? Est-ce que ça vaut la peine d'approfondir? C'est la question que nous nous sommes posée. Et ce que nous retenons de ces études vraiment préliminaires, c'est que les systèmes de chauffage thermique sont moins performants dans les régions froides. Ensuite, nous retenons que les systèmes PV sont en moyenne 4 fois plus rentables que les systèmes thermiques. Et nous avons déterminé aussi un coût de kilowattheure avantageux pour le système solaire PV direct et un taux de pénétration d'environ 68,28%. Alors, nous décidons d'aller plus loin avec cette étude pour une validation expérimentale. Alors, nous avons mis en place ce concept global de banc d'essai avec notre partenaire Gian, qui est fabricant de chauffe-eau. Alors, on a ici un parc d'environ 3000 watts crête de solaire qui va alimenter l'élément du milieu de 3000 watts. Et on a ici Hydro-Québec qui va alimenter, vous voyez la ligne en rouge, qui va alimenter la résistance du haut et du bas. La résistance du haut est de 3800, celle du bas est de 800. Et on a ici l'alimentation d'eau de la ville qui va de 1 à 24 degrés. Et à la sortie du chauffe-eau, on a
on surchauffe l'eau de 60 à 85 et on rentre dans un mélangeur hydrostatique et c'est de là que on sort l'eau pour l'utilisation chez les résidents. Alors, comment on expérimente un tel concept? On l'a divisé en deux parties. D'abord, il y a la simulation, le concept électrique, et ensuite, on a le concept hydraulique, et ensuite, on va comme merger les deux, intégrer les deux modèles. Pour les simulations électriques, et on l'a réalisé en contexte COVID, on l'a réalisé chez notre partenaire, le groupe de recherche écologique de la baie. Et l'objectif, c'était de choisir des résistances optimum. Alors, le setup là-bas, on a un parc solaire de 3000 watts et on a mesuré cette résistance. On a fait des campagnes de mesure pour cette résistance que voici, de 4,8 à 32 ohms. Et à côté de ce système, on a branché aussi un régulateur et un onduleur directement connectés au réseau. Je précise qu'ici, l'idée, c'est on connecte directement une résistance à nos PV et à côté, on met le système standard avec l'électronique pour la performance parce que le MPPT, c'est pour avoir le maximum de puissance en tout temps, que ce soit, quel que soit l'ensoleillement ou la température, on veut avoir le maximum de production. Donc, lui, le régulateur MPPT onduleur caractérise le système standard si on l'avait mis avec tout le kit pour la performance. Et jusqu'à maintenant, on continue à faire des acquisitions de données et les traitements sont toujours en cours. Il faut préciser que les panneaux que nous utilisons ont un rendement d'environ 15,3. Alors, ici, nous montrons le modèle électrique avec MATLAB. Nous avons ici symbolisé nos panneaux solaires et ici, nos différentes résistances. Et en bas, ici, vous voyez le panneau d'installation. Nos bancs de résistance, c'est des résistances de poêle. Et là, on les connecte en série, en parallèle, en fonction des valeurs que nous voudrons. Et ici, on a le data logger pour l'acquisition des données. Alors, les résultats préliminaires. Bonne résistance versus mauvaise résistance versus MPPT. Nous allons le savoir. Ici, nous avons choisi pour comparer 2 journées d'ensoleillement presque pareilles, environ 600 watts par mètre carré. Alors, la figure de droite, nous avons en abscisse le rayonnement et en ordonnée les rendements atteints. La courbe jaune représente le système MPPT que nous avons branché avec une résistance de 28 ohms. Je rappelle encore que le MPPT est fait pour avoir une puissance constante, quel que soit l'ensoleillement ou la température. Donc, nous obtenons une courbe assez horizontale qui est logique. Nous avons aussi connecté notre système MPPT avec une résistance de 5 ohms et on constate aussi que c'était la courbe en gris. En gris, là, on a aussi une courbe horizontale, c'est-à-dire que le MPPT joue son rôle. Il essaie de maintenir la puissance, quelle que soit la température ou le rayonnement. Et on a notre système de mesurage de connexion directe. Par exemple, on va commencer par la résistance 5 ohms. En connectant directement notre résistance 5 ohms à nos panneaux, on remarque qu'on obtient un maximum aux alentours de 900 watts par mètre carré. Mais si on connecte la résistance de 28 ohms, on constate qu'on atteint un rendement maximum à des faibles ensoleillements. Et lorsque les ensoleillements sont plus grands, on a notre puissance qui s'écrase. Toujours dans nos résultats, on a voulu comparer les productions journalières. Alors, à gauche, vous avez la résistance de 5,1 ohms. Sur l'abscisse, vous avez les heures de la journée.
sur l'ordonnée, vous avez la puissance produite en kilowattheure. Ici, en jaune, vous avez la production avec le système MPPT, l'optimisation. En bleu, on a le système de production directe de notre résistance 5 ohms. On constate qu'on obtient maximum entre 9h et midi et un autre maximum entre 14h et 16h. Mais au final, le rendement du système colle presque parfaitement avec le système MPPT. Le système MPPT, je le rappelle, il est en jaune. Le rendement du système direct est en gris. On rend compte qu'on a quelques pertes en début de journée et en fin de journée, mais dans l'ensemble, le système direct, le branchement direct colle le MPPT. Alors, la journée semblable avec une mesure de résistance de 28,5 ohms. Toujours en abscisse, on a nos heures de la journée et en ordonnée, on a les puissances produites. Ici, on se rend compte aussi qu'on a comme le rendement MPPT en termes de cloche, la couleur jaune, et on a notre production de la résistance 28 ohms. On constate qu'il atteint un maximum de production aux alentours de 7 heures lorsque les ensoleillements sont faibles. Et lorsque les ensoleillements sont forts, on voit une chute drastique, un écrasement pareil entre midi et 14 heures. Et on constate encore que la production est maximum aux alentours de 16 heures. Alors, ce qui nous amène à un rendement du branchement direct faible. Et je voudrais préciser que les rendements sont aux alentours de 4% environ. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour ces premières expériences? Nous pouvons affirmer que plus la valeur de la résistance est petite, plus la production solaire est optimum lors des forts ensoleillements. L'inverse est vrai, parce que plus on a la valeur de la résistance grande, plus la production est optimum lors des faibles ensoleillements. Alors, pour une résistance bien adaptée à l'ensoleillement, la production directe s'apparente à un MPPT. On l'a vu, lorsque la résistance est bien choisie, on a comme notre courbe de branchement direct qui colle parfaitement à la courbe MPPT. Et les rendements suivent un effet d'hystérésis. Quand je parle d'hystérésis, je parle de ça. En fonction de la variation de la température ambiante. Alors, ça c'est le côté étude électrique de notre chauffe-eau. L'autre aspect, c'est la partie hydraulique, parce que tout ça, l'objectif d'avoir fait des études le choix de optimum de résistance, c'est pour l'intégrer dans un chauffe-eau et faire des soutirages d'eau afin de voir la performance, si le chauffe-eau répond aux besoins des utilisateurs. Donc, sur la partie hydraulique et la mise en œuvre du chauffe-eau, nous avons choisi, parce que notre partenaire est à Montréal, nous avons choisi pour la région de Montréal, nous avons trouvé une résistance optimum d'environ 20. Je précise que la courbe en abscisse, vous avez les résistances, en ordonnée, vous avez les énergies produites. Et on a fait une simulation avec MATLAB et on a déterminé que pour la région de Montréal, on avait comme une résistance optimum de 20 ohms. Alors, c'est cette résistance que nous avons prendre pour les simulations hydrauliques. Alors, ça, c'est la modélisation de notre chauffe-eau. Et nous avons pris les valeurs suivantes pour la modélisation. Ça, c'est l'instrumentation actuelle du chauffe-eau chez notre partenaire. Donc, nous avons considéré un volume d'eau d'environ 200 litres, un réservoir de 60 gallons, et puis les températures de l'eau dans le réservoir entre 55 et 90. Ici, nous avons les données. À gauche, en rouge, vous avez l'irradiation annuelle
sur l'axe des abscisses, vous avez les heures sur 8760 heures sur l'année. Et en ordonnée, vous avez l'irradiation de la zone. À droite, vous avez la courbe des températures. En bas, vous avez toujours les heures de la journée. Et en ordonnée, vous avez les valeurs de température. C'est avec ces valeurs que nous allons faire les simulations avec le logiciel Train6. Alors, ici, il faut préciser que nous avons fait plusieurs simulations. On a fait plusieurs simulations. On a choisi de vous montrer un cas. Ici, par exemple, on a donné des séquences de fonctionnement pour l'élément du bas parce que notre chauffe-eau a 3 éléments. Mais il faut préciser que dans un chauffe-eau réel, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, on vous montre un cas où, dans notre raisonnement, c'est pour l'optimisation. Mais dans un fonctionnement standard réel, ça ne se passe pas comme ça tout à fait. Alors, ici, nous avons notre réservoir qui est présenté là. Les résultats trouvés avec MATLAB ont été introduits dans ce modèle afin de nous sortir des résultats qui vont nous dire est-ce qu'on satisfait aux besoins du client, oui ou non. Alors, les résultats préliminaires, on se rend compte ici qu'on atteint un rendement énergétique d'environ 11,57%. Et une fraction solaire, la fraction solaire, c'est le taux de pénétration, la part du solaire dans l'atteinte de la consigne est de 47,89%. Alors, en comparaison, il faudra savoir qu'un système standard avec tous les MPPT et tous les kits sophistiqués, on est à 15%. Et ici, sans MPPT, on a presque 12%. Donc, si on mesure les 2 ou 3% d'écart par rapport à l'investissement qu'il faut pour pouvoir mettre ces équipements sophistiqués, je pense que le solaire, jusqu'à là, montre de très bonnes perspectives. Ici, j'ai voulu montrer que les résultats non seulement sont avantageux du côté de notre concept, mais qu'on atteint aussi la consigne, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec un client qui manque d'eau chaude pour une raison ou pour une autre, parce que les choses ont été comme mal définies. On a la courbe ici, on a en bas les heures de la journée, on a environ une semaine, et en ordonnée, on a les températures. Nous avons en rose ici la température d'utilisation. On est aux alentours de 50, 45 environ. Et ici, on a la température dans le réservoir. En rouge, on a la température dans le réservoir. On remarque que la température dans le réservoir est presque minimum à 60 degrés pour éviter de développer la Legionella. On ne baisse pas la température dans le réservoir en deçà de 60. Donc, on a ici notre température qui est à tout temps au moins égale à 60. Et ici, on a les fois où on a la surchauffe de l'eau par notre système solaire. Toutes les fois où notre système solaire fonctionne, on a ces bosses, c'est-à-dire on va au-delà, presque à 90 degrés. Donc, la surchauffe dont je vous parlais, c'est-à-dire en période de pointe, le fait que notre chauffe-eau ait surchauffé l'eau, ça permet des économies à la source, puisque ça va permettre d'économiser sur l'électricité d'Hydro-Québec, par exemple. Alors, je continue toujours avec les résultats obtenus. J'ai simplement pris ici, c'est toujours aussi une semaine, vous le voyez, c'est une semaine, mais pour plus de visibilité, j'ai pris comme 2 jours. 2 jours pour plus de visibilité ici.
Alors, sur la courbe en bas, on a toujours les heures de journée. On a jusqu'à 48 heures. Et en haut, on a les transferts, les trous de transfert d'énergie. En vert, vous avez, c'est lorsque l'élément du bas, c'est-à-dire la résistance du bas fonctionne. C'est son apport en termes de chaleur. Et en bleu, on a lorsque le temps que l'élément du haut fonctionne, on a l'énergie produite par l'élément du haut qui est en bleu, ici. Et lorsque le solaire entre en jeu, le PV en rouge, on a la courbe en rouge ici qui montre la production du PV pour atteindre la consigne d'utilisation chez l'utilisateur. Et la courbe en rose, c'est la chaleur utile, c'est-à-dire que lorsqu'on atteint la consigne chez l'utilisateur, il y a un relais qui coupe, qui coupe le système PV. Donc, ça veut dire qu'une partie du système PV est perdue. C'est-à-dire cette pointe-là, elle n'est pas utilisée parce qu'on atteint la consigne. L'autre aussi, c'est pareil. Ici, on a toujours aussi l'élément du bas qui fonctionne, son apport thermique. On a l'élément du haut qui fonctionne et on a l'élément du milieu alimenté à l'énergie solaire qui va comme produire. Ici, on a toujours la production du solaire et ici, on a la chaleur utile. On atteint la consigne, le PV cesse de fonctionner, donc on a une portion qui est perdue. C'est pourquoi on parle aussi de performance, c'est-à-dire à un certain moment, on essaie de trouver un système qui répond à nos besoins, qui revient moins cher le kilowattheure, et on considère qu'on sera un peu moins performant que les systèmes, que d'autres systèmes. Donc, c'est un peu le compromis. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les expérimentations sont toujours en cours et se poursuivent sur notre partenaire GIAN. Ça va se faire cet été, des expérimentations. Ça viendra soit corroborer ce que nos études ont déjà montré, soit infirmer ou remettre en cause ce que nous avons, comme déjà insinué. Alors, donc, les expérimentations avec notre partenaire à Montréal, ça sera le point culminant, ça sera les heures de vérité. Mais nous avons confiance que les résultats pourront corroborer nos études. Alors, si nous dépassons cette étape et si les résultats sont encourageants, nous allons d'abord, la prochaine étape, c'est un déploiement à petite échelle, c'est-à-dire dans 3, 4, 5 résidences. Et à la suite de cette étude à petite échelle, si les résultats sont toujours encourageants, nous pouvons maintenant insinuer d'aller à plus large échelle avec ce concept. Alors, ceci met fin à ma présentation. Je voudrais revenir sur mes partenaires pour les dire merci. GIAN Usine, le groupe de recherche écologique de la baie et l'ETS. Je précise aussi que le CPA, le Cégep, le CPA Santerre, ils ont tous des pages Facebook. Vous pouvez aller suivre nos activités. Et puis, c'est ça. Je m'arrête là pour ma présentation. Et puis, je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci, Gildas. J'ai une question ici de Osé Louis qui veut savoir si c'est envisionné, si vous avez envisionné des pompes de chaleur dans l'analyse. Au niveau de l'étude faite, de l'étude préliminaire, on avait considéré, parce que tout le système, le solaire thermique, déjà, c'est comme un système conventionnel. On connaît un peu son rendement, on sait qu'il y a une valeur au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Alors, ce qu'on a pris en compte, c'est les entretiens, le rendement du système, les entretiens et comment on appelle les conditions extrêmes de température, c'est-à-dire les bris, les transports et tout ça. Et
c'est de cela qu'on a tenu compte dans notre étude économique pour pouvoir fixer ces prix. OK. Est-ce que ça répond à ta question, José? Oui? OK. Donc, une autre question, pourquoi les résistances différentes donnent des résultats aussi différents? Je n'ai pas compris. Des résistances différentes donnent des résultats différents. Je n'ai pas compris. Peut-être le monsieur veut ouvrir son micro. Donc, c'est Nutsupe Edem. OK. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, bonjour Gildas, merci pour la présentation. Oui. Oui, vous avez utilisé différentes résistances qui vont de 4,8 à 32 ohms. Oui. Et moi, comme on raisonne en énergie, OK. je n'ai pas très bien compris pourquoi, quand tu as présenté celui de... On a totalement des cours inverses là. Ici. Suivant encore, peut-être. Voilà. Non, oui, oui, oui. Non, non, tu l'avais déjà passé. Il faut revenir. Là. Non, non, là où il y a les courbes. Ici. Voilà. Les deux courbes bleues là. Oui. Alors. Non, il faut diapo suivante, s'il te plaît. Le diapo suivant. Ici. Non, voilà, ça c'est bon. OK. Donc. Oui. Vous avez des résultats très différents pour le 5,1 ohm et puis 28,5. Qu'est-ce qui explique en fait la différence comme ça? Alors, ce que je retiens, c'est que c'est là où le choix de la résistance prend toute son importance en fonction du lieu dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire que si on est à Montréal, on est au Saguenay, on est à Kuujjuaq, on est ailleurs dans le monde, ça ne sera pas la même résistance optimum en fonction de l'ensoleillement. Alors, ici, on a pris les mêmes ensoleillements, mais on a utilisé des résistances différentes. Et ici, on remarque que avec le 5 ohms, on va chercher un maximum d'énergie de production, par exemple, entre 12 heures et 14 heures. Mais ce que je retiens, c'est que si la résistance, c'est pourquoi on a dit bonne résistance versus mauvaise résistance versus MPPT. C'est-à-dire que si on prenait les 25 ohms, c'est sûr qu'en début, en matinée, on aura une production maximum. À la fin de journée, on aura une production maximum, mais on va perdre l'essentiel de notre énergie là où on a le plus d'ensoleillement. Donc, l'idée ici, c'est de montrer qu'il faut bien choisir sa résistance en fonction de l'ensoleillement, de la température et de l'utilisation qu'on veut. Et c'est ça qui va nous guider lorsqu'on aura choisi cette résistance optimum. C'est cette résistance qui sera incorporée dans le chauffe-eau réel et qui va comme être utilisée pour des tests avec des soutirages d'eau pour simuler l'utilisation. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, 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 oui. Sauf que là, tu parles de puissance et puis d'ensoleillement. Ensoleillement, c'est en énergie. Et donc, finalement, le raisonnement, c'est sur l'année ou bien c'est sur une période pour une résistance optimale. C'est sur l'année ou bien c'est sur l'hiver, sur une période, parce que d'un jour à l'autre, ben, c'est en puissance qu'on raisonne. Enfin, je veux dire à l'instant. Exactement. Si tu veux bien, je vais aller par exemple ici. Pour les simulations avec MATLAB, on utilise 8760 heures. On utilise des données de toute l'année. On utilise des données de toute l'année et c'est de là qu'on détermine en moyenne, parce que je prends un exemple, c'est comme le soleil. On le met tous à un certain angle, par exemple au nord ici, c'est 45 degrés. Mais par exemple, dans le sud, par exemple, comme le pays comme le Burkina, c'est 15 degrés. Mais ça veut dire que l'idéal serait qu'on ait un tracker pour pouvoir, c'est-à-dire avoir le maximum
sur l'année. Parce qu'on convient qu'il y a des moments où il y a des pertes, mais on accepte ces pertes-là parce qu'il y a un rapport qualité-prix, un rapport du kilowattheure. Ici aussi, le choix de la résistance n'avait pas été fait en fonction d'une saison, mais on a pris toutes les heures de l'année et on a choisi une résistance moyenne de l'année, qui fait, c'est un peu comme le consensus. OK, merci. Je pense que Martin Bourbonnet veut ajouter quelque chose à cette réponse. C'est ça, Martin? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfaitement. Oui. En fait, pour faire du pouce sur ce que Gildas dit, pour répondre à monsieur, c'est qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en fait, la puissance va être maximale quand l'impédance à la sortie des panneaux va s'approcher de la valeur de la résistance. Et on s'aperçoit que cette impédance-là varie en fonction de l'ensoleillement. Donc, quand on a un ensoleillement qui est très fort, on va avoir une impédance de panneaux qui va être plus petite. Donc, on a besoin d'une résistance qui est plus petite pour aller chercher le maximum. Et puis, quand l'ensoleillement est plus bas, ben, l'impédance étant plus grande, donc on a besoin d'une résistance plus grande pour aller chercher ce maximum-là. Donc, c'est un petit peu ça là, qui explique là, la variation des résistances en fonction de l'ensoleillement. OK, merci. Est-ce que Edem répond, est-ce qu'on répond à ta question? Parfaitement, parfaitement. Merci beaucoup, Gildas. Okay, la prochaine question, c'est de M. Simon Leclerc. Est-ce que M. Leclerc veut ouvrir son micro, s'il vous plaît? Non. Oui, bonjour. OK. Donc, je crois que c'était assez clair. En fait, nous, on est entrepreneurs électriciens, puis on suit ce projet-là avec attention depuis presque plus d'un an. Puis moi, ma question, c'était par rapport à l'installation. J'ai vu une photo où il semblait avoir plein de fils autour du chauffe-eau, mais est-ce que c'est une conversion qui est relativement aisée dans une habitation existante, en termes surtout de superficie? Alors, là, on fait les tests avec 3000 watts. 3000 watts, c'est environ 6 panneaux. En termes de superficie, je ne me souviens plus. Mais par exemple, sur un toit, ça se fait. Sur un toit, non, je parle vraiment de l'emplacement du chauffe-eau. Ici? Oui, exactement. Comme moi, à ma résidence, si je décide d'installer ça dans ma pièce électrique, est-ce que j'ai besoin de plusieurs mètres carrés supplémentaires pour faire l'installation ou ça peut se substituer à ce qui est déjà présent sur place? Alors, je ne voudrais pas m'avancer trop sur cette question, mais nous, on fait un branchement direct. Un branchement direct, ça veut dire qu'on n'a pas de place pour l'électronique, on n'a pas de place pour le convertisseur et autres. Donc, je suppose que non, mais je ne m'aventurerai pas plus que ça parce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau. Martin, tu voudrais ajouter? Oui, en fait, c'est une question qui est très pertinente. En fait, il faut comprendre que le chauffe-eau dans la photo est un chauffe-eau expérimental. Donc, on a près d'une vingtaine de capteurs là, qui sont distribués pour caractériser les performances. Mais une fois que le chauffe-eau va être caractérisé en laboratoire, quand on veut l'implanter dans une résidence, évidemment, vous n'aurez pas tous ces fils-là. Il va y avoir moins de capteurs. On va avoir des capteurs, beaucoup moins de capteurs, juste les capteurs essentiels. Et puis, vous allez avoir un boîtier là, qui va être annexé au chauffe-eau, donc qui va être très simple d'installation, là, en fait. On va rentrer l'hydro, par exemple, sur les deux éléments en haut et en bas. On va rentrer le PV sur l'élément du centre. Il va y avoir un petit relais de protection pour ouvrir quand ça monte au-dessus de 90 degrés. Et tout ça va être renfermé dans un petit boîtier. Il n'y aura pas tout ce setup-là là, de fil. Là. Donc, on a pensé qu'éventuellement, quand on va le faire, à cet aspect de pratique là, pour l'utilisateur. Excellent, merci. On a une question de M. Lecombeau. Ah. OK. Parfait. Bonjour Gildas, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Ok, merci pour ta présentation. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi le solaire thermique n'est pas plus performant dans les résidences chaudes, au fait.
Est-ce qu'il y a des paramètres qui expliquent cela? Ah, en fait, elle n'est pas plus performante dans les régions froides. Ah, OK. Parce D'accord. que des problèmes comment on appelle, de glace, de température extrême, il y a plein d'affaires parce qu'il y a du glycol qui circule à l'intérieur. La maintenance n'est pas du tout simple. On a beaucoup de pertes de rendement. Donc, il y a tout un ensemble qui fait qu'elle n'est pas performante dans les régions froides. Dans D'accord. les régions chaudes, elle est beaucoup plus performante parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont comme éliminées. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je ne vois rien. Je veux savoir, tu as dit que c'est performant dans les régions chaudes. Je veux savoir si c'est quelque chose qui peut être une technologie qui peut être exportée à des pays en développement ou ouais, c'est ça, ou à l'extérieur de Canada ici. Ouais. Alors, quand je dis elle est région, par exemple, quand vous dites des pays en développement, je pense par exemple à des pays du Sud qui, par logique, fait plus chaud. Donc, eux autres, le solaire thermique conventionnel va être plus rentable et n'ont pas les mêmes problèmes que dans les pays nordiques avec le solaire thermique. Donc, on pourrait faire une étude comparative de ce système là-bas avec le thermique, mais de départ, on sait que le thermique est déjà plus rentable que dans les pays nordiques. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. En tout cas, on n'est pas encore déboursaillé cette piste. Okay, merci. Il y a un autre, José, Louis, as-tu une autre question? Oui, merci. Ce que j'aimerais savoir, parce que je n'ai pas bien compris, c'est comment ce type de solution avec l'énergie solaire et photovoltaïque, comment on peut réduire, par exemple, pour une région, pour un contexte comme les Couchoirs ou Nunavik, comment on peut réduire la consommation de mazout avec ce type de solution? Alors, pour juste faire du pouce sur ce projet, il est possible aussi de faire des chauffe-eau ou du mazout, mais avec du solaire. C'est-à-dire que cette solution peut s'adapter, par exemple, dans des communautés isolées comme au Kuujjuaq. Ici, par exemple, on a considéré Hydro-Québec, mais imaginez un chauffe-eau à 3 éléments à Kuujjuaq qui fonctionne au mazout. Et on le met ce concept-là, ça veut dire qu'on a comme la part du solaire qui donne sa part et on a le mazout, c'est-à-dire qu'on vient réduire la part du mazout dans l'apport du chauffage de l'eau sanitaire domestique. On vient de faire un gain. L'idée ici, ça sera presque utopique de dire qu'on substitue carrément tout au solaire, mais on réduit la part du solaire. Donc, pour répondre à José, c'est-à-dire qu'avec le mazout, on peut aussi faire la conception en introduisant le solaire pour qu'on ait du mazout, du chauffage de l'eau au mazout et au solaire. C'est des perspectives qui sont envisagées. Oui, parfait. Ça répond parfaitement. Merci beaucoup. Très gentil. Martin, as-tu eu des commentaires sur ça aussi? Oui, ben, je pense que Gildas a bien résumé. C'est qu'il faut comprendre qu'au Québec, il y a juste nous autres qui chauffent de l'eau avec de l'hydroélectricité. Oui. On a commencé avec ce cas-là parce que de base, c'est le cas le plus dur à rentabiliser parce que nécessairement, l'hydro-Québec n'est pas nécessairement très cher à 8 cents le kilowattheure. On voit déjà qu'il peut y avoir un avantage au niveau du PV. Mais l'idée, éventuellement, oui, c'est d'aller dans des endroits, soit des sites isolés dans le nord du Québec ou ailleurs sur la planète, où ce que l'eau de base n'est pas chauffée de l'hydroélectricité, elle est chauffée soit avec du mazout ou du gaz. Donc, oui, une prochaine étape sera éventuellement d'investiguer le jumelage de chauffe-eau, gaz et PV. Donc là, dans ce cas-là, souvent, l'énergie de référence est plus chère que l'hydro. Donc, on a un avantage économique,
Et puis, on peut avoir évidemment l'avantage environnemental parce que là, on coupe de l'énergie fossile. Tandis que dans le chauffe-eau sur le réseau d'Hydro-Québec, bien là, on coupe de l'hydro qui est déjà propre. Donc, c'est clair que le plus grand avantage ou marché potentiel se situe à ce niveau-là. Parfait. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non. Donc, je dis merci à Gildas puis à l'équipe de Centre Terre. Puis c'était une excellente présentation, puis ça montre qu'il y a beaucoup de possibilités pour l'énergie renouvelable ici au Québec.